Comment ils vont? Il y a une question qu'on me pose souvent quand je parle de Formule 1 avec des gens, c'est comment font-ils pour déplacer tout ça? Et ouais, parce que la F1 c'est un énorme cirque qui fait le tour du monde de mars à novembre et qui se déplace avec beaucoup de choses. Des infrastructures, de la technologie, des équipements, des voitures et aussi des gens. C'est un truc complètement fou. L'an dernier, par exemple, le 14 novembre, on est au Brésil. Une semaine après, on est au Qatar. Et tout est prêt. C'est-à-dire que tout se déroule parfaitement. Il y a un gourou derrière tout ça, c'est pas possible. C'est comme les pyramides d'Égypte, on comprend pas comment ils font. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je vous explique la logistique de la F1. Allez, on en parle. Et abonne-toi pour plus de contenu comme celui-ci. Simple, basique, mais très intéressant et hyper important pour avoir des bases sur la F1. Ah et j'oubliais, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai encore une fois un sacré cadeau à te faire gagner. Tout simplement la collection complète des voitures de légende de F1 par Altair. Oui, ce genre de jouet incroyable que tu veux absolument quand t'es fan de ce sport. Moi je suis comme un enfant, voilà. Mais je vous explique ça plus tard. Avant d'entrer dans le vif là, je veux souligner le challenge que la logistique de la F1 représente. C'est un truc de fou quand tu y penses. 22 grands prix dans le monde entier, 10 équipes, des infrastructures de fou, un manufacturier de pneus, 2000 tonnes de matos par grand prix, et tout ça sur 9 mois. Des Libre 1 à Bahreïn au drapeau à damier d'Abu Dhabi, non-stop les gars. On s'arrête jamais. Pas étonnant qu'on voit des logos DHL partout, moi je vous le dis. En Formule 1, il y a des milliers de personnes qui veillent à ce que ces choses roulent, c'est le cas de le dire. Et c'est très chaud parce qu'un petit grain de sable peut tout faire dérailler. Perso, je savais comment ça fonctionnait avant cette vidéo, mais je dois l'avouer. Quand tu creuses un peu, c'est hyper impressionnant. On comprend pourquoi c'est le pinacle du sport auto et un des sports les plus regardés au monde. Parce que pour que tout ça fonctionne, il faut que les choses soient les mêmes ou presque sur 22 circuits qui souvent n'ont rien à voir. Si vous comparez Silverstone et Singapour par exemple au niveau de l'accès et de la structure, j'ai envie de vous dire bonne chance. Je l'ai déjà dit, mais on déplace énormément de cargo et tout ça coûte très cher. Des millions et des millions de dollars, disons-le clairement. Quand tu parles de matos, c'est quoi exactement? Je l'ai dit il y a 2 secondes dans l'intro, t'as déjà oublié? Ouais, mais c'est l'histoire du cadeau là, ça m'a un peu perturbé. Je comprends. On déplace les éléments des voitures, les outils, la technologie, les machines, tout ce qui est hospitalité et espace de business, ainsi que tout le dispositif de diffusion des images. Et tous ces éléments mis ensemble, pof, ça fait un Grand Prix de Formule 1. Mais comment ça marche? Premier sujet important, ce qu'on appelle dans le jargon les flyaway races, c'est-à-dire les courses qui se déroulent en dehors de l'Europe. Vous le savez, les équipes de F1 y sont basées, donc on considère que le vieux continent est le point de départ de la logistique. De ce point de vue-là, tout Grand Prix qui se passe en dehors est considéré comme une flyaway race. En 2022, c'est le cas de Bahreïn, Abu Dhabi, l'Australie, le Canada, le Brésil, le Mexique, les courses aux US, Bakou, le Japon et Singapour. C'est donc un concept assez simple, ce qui n'est pas forcément le cas de la logistique, vous pouvez l'imaginer. Et oui, il y a beaucoup de problématiques. Chaque endroit est différent, donc on doit faire du sur-mesure, tout en respectant le cahier des charges de la F1 et des équipes. Et bien sûr, tout ça doit être le plus durable possible. Donc, au début de la saison, il y a 5 cargos qui quittent la Grande-Bretagne par la mer, avec chacun 200 tonnes de matériel de course qui est qualifié de non critique pour le transport. En gros, les trucs les moins fragiles. Parmi eux, les jacks, les trolley, le matériel de cuisine, les hospitalités et les fan zones. Je précise que ces 5 cargaisons sont absolument identiques. On a choisi de le faire par bateau justement pour des raisons d'émissions de CO2, parce qu'on a plus de temps pour déplacer ce matériel, et c'est donc moins polluant que de le faire par avion. Donc ces cargos, ils vont voguer dans le monde entier et amener le matériel à la prochaine flyaway race. Et ce sur des routes bien définies. Les premiers stops pour chacun des cargos dépendent du calendrier. Par exemple, en 2019, c'était l'Australie, Bahreïn, la Chine, Bakou et l'Espagne. Et on peut imaginer que cette année, c'était les US à la place de la Chine pour le Grand Prix de Miami. La cargaison qui s'arrête en Espagne va ensuite être transportée par camion dans toute l'Europe pour les courses qui se déroulent sur le vieux continent. Et les autres vont voyager vers d'autres destinations en fonction des itinéraires prévus en début de saison. Y a pas que ça comme matériel, si? Eh ben non, Jamy! Parce qu'il y a aussi le matériel qu'on va qualifier de critique. Donc le matos des pit stops, l'informatique et les éléments des voitures. Celui-là, comme vous pouvez l'imaginer, on le transporte en avion. Et ouais, parce que chaque élément d'une F1 peut coûter jusqu'à des centaines de milliers de dollars. Faut y faire attention. Vous l'aurez sûrement compris, les voitures, quand elles voyagent, elles sont complètement démontées. Donc elles voyagent dans des petites boîtes comme ça. On les démonte à la fin de la course et on les remonte avant le prochain Grand Prix. C'est largement plus facile à transporter et il y a beaucoup moins de risques de péter un truc à 1 million d'euros. Autre règle importante, une fois sur place, les teams n'ont pas le droit de toucher à leur cargo tant que le matériel de toutes les autres équipes n'est pas arrivé. Donc par souci d'équité. Très bien ça. Mais As, ils ont pas eu de soucis pendant les tests hivernaux là? Et tout le monde a roulé quand même? Eh oui, mais ça c'est As et As, tout le monde s'en fout mon pote. Non, c'est pas vrai. C'était un essai hivernaux et ça a été compensé. Mon avis sur As dans cette vidéo. Sur ces courses lointaines, il y a aussi le centre de diffusion de la F1 qui voyage de week-end en week-end, qui est donc lui aussi monté et démonté systématiquement. Plus de 120 caméras qui retransmettent ce spectacle dans le monde entier, les gars. Quand même. Donc ces flyaway races, c'est un sacré challenge. Mais heureusement pour les experts, les logisticiens et la F1 en général, il y a aussi des courses en Europe. 17 saisons quand même. C'est important parce que c'est la base, et comme c'est la base, on fait au plus simple, on les transporte en monocycle. Oh putain, on fait ça en camion. Les équipes, elles déplacent leurs équipements par elles-mêmes ou via des fournisseurs. Et c'est pareil pour l'essence, les hospitalités et le reste des trucs qui doivent être transportés. Sur ces Grands Prix, on commence à bosser sur la construction du paddock environ 1 semaine avant l'événement. Je vous rappelle qu'on est habitué, hein, sur un circuit comme Silverstone par exemple, ça fait environ 72 ans qu'on vient.
Donc t'as compris, il y a du rodage quoi. Et c'est fou pour ces courses aussi, parce que quand tu vois les images une semaine avant, là, tu te dis attends, là il y a 25 camions, et vous allez me sortir un paddock de F1 avec un broadcast center, des hospi et une fan zone. Tu as mal aussi 30. Une fois que le paddock est monté, il s'attaque à ce qui concerne le business et les fans, les hospitalités et la fan zone. Pour que le mercredi avant la course, tout soit prêt pour l'événement. Sauf qu'il reste une chose à monter, et croyez-moi, pas la moins importante, les Formule 1. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on va les remonter complètement et faire en sorte qu'elles soient prêtes à rouler pour le vendredi. Plus simple en Europe quand même, non? Alors, mon avis sur la logistique de la F1, je trouve ça complètement fou en fait. On fait des trucs qui paraissent presque inimaginables. Les back-to-back, vous vous rendez compte du défi logistique? Un triple header comme l'an dernier là? Mexique, Brésil, Qatar? À la limite, entre Mexico et Sao Paulo, ça va. Mais t'es dimanche soir à Interlagos et tu dois être 100% prêt au Qatar 4 jours après? C'est du délire. En 2022, on est sur une dynamique encore plus intense. 8 double headers et un triple header, dont un back-to-back entre le Brésil et Abu Dhabi. Les mecs se font mal à la tête et nous foutent la migraine. Avec ce calendrier, il y a de quoi prendre du Doliprane. Donc je suis hyper impressionné, mais je suis aussi un peu partagé. Parce que c'est fou ce challenge logistique et ça paraît inimaginable de le résoudre année après année sans accroc. Mais ça me semble quand même pas hyper logique. En fait, je trouve que ce calendrier n'est pas du tout optimisé. Ces dates, elles sont épuisantes pour tout le monde. 22 courses, c'est énorme, alors si c'est mal organisé, c'est fini. Je vous donne quelques petits exemples d'incohérences. Allez, Arabie Saoudite, Australie, Italie, Miami, Espagne, Monaco, Bakou, Canada, Grande-Bretagne, et enfin Brésil, Abu Dhabi en back-to-back. Donc pas top pour le staff qui est complètement épuisé en fin de saison, et pas optimal non plus niveau écologique, parce que si la F1 est un sport qui ne l'est pas, même si elle est un laboratoire qui développe des technologies à vocation verte, je vous rappelle le projet Net Carbone 2030 qui est hyper important et qui ira sûrement pousser l'industrie comme c'est souvent le cas avec la F1, mais on pourrait quand même faire un effort en optimisant le calendrier. Alors on sait que cash is king et que les circuits payent pour avoir leur place, mais à un moment donné, il faut être logique. Donc petit coup de gueule quand même. Pour conclure sur cet avis, je trouve qu'on arrive à faire des choses avec ce sport qui sont hallucinantes. La logistique en est un exemple. Maintenant, je pense que ça pourrait être un peu, voire beaucoup plus optimisé. Mais bon, ça reste hyper impressionnant. Vous en pensez quoi, vous? Bougez pas, il y a le cadeau. Chose promise, chose due, avec Altaïa, on te fait un sacré cadeau. Tu te souviens peut-être, mais j'avais fait cette vidéo sur mon top 3 des voitures de légende, là, en partenariat avec eux. Donc aujourd'hui, les gars, vous avez l'opportunité de gagner un abonnement à la collection complète de ces miniatures. Et entre vous et moi, elles sont incroyables. Elles sont en métal, donc hyper solides, à l'échelle 1/24e. Les finitions sont folles. Elles ont la double licence F1 équipe, donc elles sont parfaitement identiques au vrai. Et elles vous seront livrées avec un petit fascicule qui vous expliquera tout sur ces voitures incroyables. C'est cool, mais comment on joue? Alors c'est hyper simple. Mets-moi un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et commente « Je participe ». Ensuite, passe voir mon dernier post Instagram pour les dernières instructions. Vous connaissez mon blaze. Et bonne chance à tous. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la logistique de la F1. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Pensez au tirage au sort et on s'abonne. Allez, ciao!